Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un thread d'horreur qui est vraiment très long. Du coup ça veut dire qu'on va passer pas mal de temps ensemble et ça fait plaisir. Déjà que c'est assez long, je te propose une chose, c'est qu'on aille au plus vite. Si tu veux, tu peux soutenir la chaîne en mettant un petit pouce bleu et si jamais t'abonner au passage. Allez, prends-toi une petite boisson rafraîchissante et installe-toi confortablement. D'ailleurs, cette histoire elle était plutôt bien écrite et du coup je me suis bien immergé dans le truc. Et je me dis que du coup je vais vous la raconter à la première personne. Mais cette chose ne m'est pas arrivée à moi et encore heureux je peux vous le dire. Allez, passons à l'histoire. Cette histoire s'est passée vers la fin de ma première année de lycée alors que j'étais interne. C'était donc au mois de mai, vers le milieu de mon année scolaire 2018-2019. Tout ça dans mon lycée de cordonnerie à Angoulême. J'avais des notes plutôt bonnes pour ma première année de CAP et je m'étais permis de me relâcher un peu. Style vestimentaire un peu dégradé, je me permettais de foutre un petit peu la merde en cours. Bref, je vous fais pas de dessin, je commençais à devenir ce que certains d'entre vous appelleraient une racaille. Par contre, il y a une chose que je n'ai jamais tolérée, ayant moi-même été victime, c'est le harcèlement. Un jour, en défendant assez violemment un autre élève, je me suis fait remarquer par un petit groupe. J'ai d'abord pensé qu'ils se fichaient de moi, mais je me suis vite rendu compte qu'ils semblaient vouloir sincèrement m'intégrer à leur bande d'amis. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas forcément sociable. Le temps a fait son œuvre et je me suis enfin ouvert au groupe. Seule fausse note, les amis en question étaient ce qu'on appelle de mauvaises fréquentations, ou encore des amis toxiques. Ils ne m'ont jamais exploité ni insulté, et encore moins mis à l'écart, mais on enchaînait les petites bêtises, et on trinquait toujours tous ensemble. Ce qui, à défaut de faire baisser ma moyenne, me donnait de sales appréciations. Pourtant, c'était bien le dernier de mes soucis et on continuait à faire les cons. Fait assez rare dans une bande d'amis, nous étions tous dans le même établissement, mais chacun dans une classe différente. Ce n'était pas un frein pour nous, bien au contraire, puisque nous apprenions tous des choses différentes en cours. Le travail du cuir pour moi, la mécanique pour d'autres, l'art pour certains, ce qui nous permettait de créer au final des pièges et des gags à mourir de rire en y mettant tous notre petit rouage. L'un de nos passe-temps, comme nous étions tous pensionnaires à l'internat du lycée, était d'attendre patiemment les 23 heures pour nous tirer de nos chambres et visiter de nuit les couloirs du lycée. Ça a été assez compliqué à mettre en place, mais un surveillant de nuit très gentil qu'on avait un peu soudoyé nous avait refilé une clé magnétique pour désactiver les portes importantes. Pour entrer dans une salle de classe, on avait tous chippé entre 2 et 4 doubles de clés chacun et on savait par un habit de la bande où se trouvaient les caméras. Comme les examens approchaient et que nos cours allaient être perturbés, c'était peut-être notre dernière semaine tous ensemble à l'internat. C'est pourquoi on a décidé de se faire une dernière sortie nocturne un peu spéciale. Jusque-là, on était toujours sortis en groupe réduit de 3 à 5 personnes pour être plus discret et réduire les risques de se faire prendre. Alors cette fois, c'était qui tout double. Imaginez 11 gugus qui rôdent dans les couloirs de leur lycée alors qu'ils n'ont rien à faire à une telle heure. Avec des lampes, de la bière, des fumigènes. Eh bien oui, on l'a fait. Mais ce qui s'est passé ce soir-là, je pense qu'aucun de nous n'est prêt à l'oublier. Maintenant que les bases sont posées, passons sans plus tarder à l'histoire en elle-même. Nous voici donc le soir venu vers les coups de 22h50. Je sais très bien que mes camarades se préparent tous de leur côté et j'en fais de même avec l'un de mes amis, appelons-le Charlie. Notre troisième colocataire de chambre dort déjà. On fait le moins de bruit possible pour le laisser dormir. On sort doucement dans le couloir où nous attendent déjà 5 de nos camarades et le surveillant de nuit sympathique. Ce dernier nous demande juste d'être un peu plus prudent que d'habitude vu qu'on était plus nombreux. Et il demande aussi qu'on lui ramène un dossier qu'il avait oublié en salle des profs et dont il a besoin. Quand la belle équipe de bras cassés est enfin au complet, on déverrouille la porte magnétique et on descend les 3 étages en passant par les escaliers. En vrai, avec le recul, je me dis qu'on était tellement pas discret que des élèves internes ont forcément dû nous entendre. Du coup, c'est plutôt cool de leur part de n'avoir rien dit. Même si, clairement, ils auraient dû. Ça nous aurait évité de vivre ce qui va suivre. Bref, une fois les portes passées et les caméras évitées, on se sépare en 3 groupes. 2 groupes de 4 personnes et un groupe de 3. Les 2 groupes de 4 dont je fais partie commencent à explorer les lieux, comme d'habitude. Le 3e groupe récupère le dossier dans la salle des profs ainsi qu'une part de gâteau. Ouais, une part de gâteau. Attendez, je m'explique. En fait, il y a eu un pot de départ pour une de nos profs qui partait en retraite et presque tout le personnel a été invité sauf notre très cher surveillant soudoyé, appelons-le Abel. Abel n'a donc pas été convié parce qu'il n'était pas très aimé alors qu'il n'y en a pas 2 comme lui. Et on voulait lui rapporter du gâteau pour le remercier.
et peut-être effectivement le soudoyer encore davantage. Le groupe de 3 récupère donc le dossier et la part de gâteau et repart en direction de l'internat pour livrer le colis. C'est là que les 3 groupes se séparent et que mon groupe se dirige dans l'aile ouest du bâtiment où se trouve la salle d'une prof qu'on déteste. Il faut savoir qu'elle est germaphobe et qu'elle avait toujours dans sa salle une caisse de gel hydroalcoolique. C'était en 2018-2019, donc les gestes barrières c'était pas encore ça. On prend alors un pot de gel et on graisse totalement le tableau avec. Puis on retire les touches du clavier de l'ordinateur pour les inverser. Et enfin on dispose sur les touches de la néoprène. C'est une colle utilisée en cordonnerie qui sent très fort et qui colle très bien. Puis tout content de notre bêtise, on se barre direction une autre salle pour renouveler les gags. On a fait ça sur environ 3 salles de plus. Et on retourne sur nos pas pour retrouver le groupe de 3 qui a déjà dû effectuer sa livraison. Et qui doit sûrement nous attendre près de la salle des profs pour qu'on puisse poursuivre ensemble. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a quasiment aucune lumière naturelle. Juste les petites lueurs vertes des indications de sortie de secours. Du coup, pour voir où on mettait les pieds, l'un de nous utilisait le flash de son téléphone. On arrive à la salle des profs et on constate que personne ne nous y attend. C'est curieux, mais après tout, ils ont pu rester avec Abel, parler un peu. On se dit que c'est pas la mort de les attendre et on se pose. On regarde des vidéos sur nos téléphones et on se raconte des vannes. Mais le temps passe. 15 minutes, 30 minutes, puis 40. Et on ne voit toujours pas le groupe de 3. C'est plus que louche et on décide de bouger et d'aller voir un peu ce qu'ils deviennent. On emprunte alors les couloirs que le groupe 3 a dû utiliser plus tôt. Et la première surprise. La porte magnétique face à nous ne s'ouvre pas. On a beau lui présenter le pass magnétique de Abel, la porte ne veut rien savoir. On a cru que le pass de Abel était défectueux, alors on tente d'appeler plusieurs fois le groupe de 3 sur différents numéros. Mais rien à faire, personne ne répond. Bon, on se dit que c'est pas si grave et qu'on va passer par une fenêtre du rez-de-chaussée pour rejoindre l'internat en passant par la cour. On descend les escaliers et un ami glisse. Il trébuche et il dévale les marches sur les fesses. Après un petit fou rire, on va aider notre ami qui visiblement n'est pas blessé. Le truc, c'est qu'on rigole un petit peu moins quand on va inspecter les marches. Et ouais, nouvelle surprise. Le truc sur lequel il a glissé, c'est la part de gâteau que le groupe 3 devait ramener à Abel. Suite à notre découverte, il y a un très long silence qui s'installe. Plusieurs trucs ne vont pas, car déjà le groupe 3 n'aurait pas dû passer par là pour rejoindre l'internat. Soit la porte était déjà verrouillée à leur arrivée et ils ont eu la même idée que nous, c'est-à-dire passer par le rez-de-chaussée, soit quelqu'un ou quelque chose les a contraints à descendre. Notre long blanc n'a pas été brisé par l'un d'entre nous, mais par un étrange bruit de fracas semblant provenir de très loin devant nous. On n'a pas cherché à communiquer entre nous. Ça a dû nous paraître évident à tous que nos amis avaient des problèmes et qu'il ne fallait pas faire de bruit pour aller les secourir. C'est donc sans un mot qu'on s'est tous dirigés à allure réduite vers le bruit. Il faut savoir que dès le début de nos premières virées, on s'était tous mis d'accord pour le port d'armes. Chacun de nous avait sur lui une arme blanche ou un objet susceptible de servir d'arme, dans l'anticipation éventuelle d'une mauvaise rencontre. Pour ma part, ce soir-là, j'avais 3 fléchettes de jeu avec chacune une pointe en métal et un couteau pliant type la guiole. Le truc, c'est qu'à un moment, dans le couloir, on a pu voir éparpiller le dossier demandé par Abel. J'ai vu certains de mes amis sortir leurs armes, mais un autre, celui qui se rapproche le plus d'un chef, leur dit de les ranger. Il argumente en disant que nos amis étaient peut-être pas en danger. En vrai, il aurait pu avoir raison. Un surveillant aurait très bien pu nous griller vu notre discrétion légendaire. Et du coup, il aurait sûrement suivi le groupe de 3 qui, dans la panique, se débarrasserait du gâteau et du dossier un petit peu plus loin. Le truc, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment pesant dans l'air. Si bien qu'au final, on a tous sorti nos armes. Tous, sauf Charlie, mon colocataire de chambre. Et bah oui, il m'a dit qu'il avait oublié la sienne dans sa chambre. Sauf que j'ai une bonne mémoire quand il s'agit de faire des bêtises. Je me suis souvenu que l'un de nos amis lui avait prêté une matraque pliante. On a alors poursuivi notre marche le long du couloir, jusqu'à ce qu'on entende des pas précipités venir vers nous. Sans attendre de voir qui débarquait, on s'est tous planqués dans des coins ou des intersections de couloirs et notre chef a éteint le flash de son téléphone, nous plongeant dès lors dans le noir complet. Les bruits de pas approchaient et nos yeux s'habituaient progressivement au noir, juste à temps pour que je puisse reconnaître l'un de mes amis. Il était complètement essoufflé, à bout, et quand on l'a arrêté, il nous a bégayé qu'un type les avait attaqués par derrière et que pour lui échapper, le groupe s'était dispersé à travers toute l'aile du bâtiment. Il était clairement blessé au bras, comme s'il avait été tailladé par une lame. Avec la manche déchirée de son t-shirt, on lui a improvisé une sorte de garrot, bandage et on l'a réfugié dans les toilettes les plus proches en compagnie de l'un d'entre nous et de ses armes.
Selon l'ami blessé, les portes électroniques étaient déjà closes quand le groupe de 3 a voulu apporter le dossier et le gâteau à Abel, ce qui n'a surpris absolument personne. Par contre, et là c'est inquiétant, ils ont essayé d'ouvrir les fenêtres sans y arriver. Donc la personne qui se prenait pour notre prédateur avait fait en sorte qu'on ne puisse pas sortir du bâtiment. Et pour ceux qui pensent qu'on pouvait briser les fenêtres, oubliez tout de suite. C'était du double vitrage et on n'était clairement pas équipé pour le défoncer. Et même si c'était le cas, on aurait fait trop de bruit. Bref, après avoir donné les infos qu'il avait, le blessé et celui qui devait veiller sur lui se sont barricadés dans les chiottes pendant que les autres, moi compris, se sont mis à chercher les autres dispersés du groupe 3. On n'a pas pris le risque de se séparer pour éviter de se retrouver en infériorité numérique, surtout qu'on ignorait encore si le prédateur était vraiment seul. On a longé les couloirs durant presque une demi-heure sans croiser personne et enfin on a trouvé les deux autres dispersés du groupe 3, eux aussi blessés, un au visage et l'autre à la jambe. Leurs blessures étaient des entailles comme les premiers, et ils nous ont confirmé que leur agresseur avait un grand couteau. Ils s'étaient tous deux cachés dans la salle des imprimantes dont ils avaient les clés. On les a accompagnés jusqu'aux toilettes où ils se sont soignés et on leur a dit d'y rester jusqu'à ce qu'ils aient des nouvelles de nous par téléphone. On a essayé de joindre l'autre groupe de 4 qui continuait sans doute de se balader dans le bâtiment en ignorant tout de la situation. Mais encore une fois, personne n'a répondu. Ils devaient pourtant bien se douter que si on les appelait, c'était pour quelque chose d'important. Donc on a commencé à craindre le pire. Les blessés du groupe 3 se sont mis à l'abri avec l'un d'entre nous chargé de les rassurer voire de les protéger. Et moi, Charlie et un autre ami, on a commencé à courir pour rejoindre l'aile nord où aurait dû se trouver le groupe 2. On a fait de gros détours pour éviter les portes électriques et quand on est arrivé, il n'y avait personne. Juste le portable d'un ami et un peu de sang dispersé dans un couloir. On s'est dirigé au pas de course vers l'aile est, puis l'aile sud où les choses sérieuses commencent enfin. À notre arrivée dans l'aile sud, il s'est passé une bonne dizaine de minutes sans que rien de suspect ne se produise. Sauf que c'était pesant et angoissant. Mon cœur battait plus fort depuis notre arrivée dans cette aile que durant notre course. Comme cité précédemment, on n'était que 3 et on ignorait le nombre exact de prédateurs. Pour ne pas se faire surprendre, on avait fait quelque chose qui va vous paraître stupide. On avançait tous les 3 dos à dos, lentement pour ne pas faire de bruit et surtout arme en main. Ouais, on avait l'air de 3 couillons paranoïaques, mais bon, vu le contexte, c'était justifié. On a avancé dans le couloir 10 longues minutes sans rien voir. Et à un moment, j'ai sursauté quand j'ai entendu, au détour d'un couloir, une sonnerie de téléphone. On a oublié notre formation circulaire et on s'est précipité vers le bruit. C'était bien le téléphone d'un ami du groupe 2. Le numéro entrant était celui de notre pote resté avec le groupe 3 dans les toilettes. On a décroché pour lui dire qu'on avait trouvé le téléphone, mais pas le propriétaire. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de bruit ni de mouvement de leur côté, mais qu'ils avaient essayé de passer des coups de fil à la police, aux pompiers et aux urgences, voire même à leurs proches, mais qu'ils étaient automatiquement renvoyés sur des boîtes vocales, comme si aucun téléphone ne captait au-delà des murs du lycée. Je crois qu'à ce moment-là, on s'est tous les 3 sentis un petit peu concon. Pourquoi on n'a pas pensé à appeler la police nous-mêmes ? Bref, on a raccroché avec nos amis, on allait poursuivre les recherches quand une silhouette s'est dessinée face à nous. Sur un coup de panique, on était tous prêts à le planter. Jusqu'à ce qu'on reconnaisse l'un de nos amis. Lui qui avait tant d'assurance d'habitude avait l'air terrorisé. Il avait clairement peur, mais ne semblait pas blessé. Il a essayé de nous raconter ce qui s'était passé d'une voix tremblante que je ne lui connaissais pas. Voilà ce que j'ai plus ou moins compris. Le groupe 2 dont il faisait partie avait commencé à s'aventurer dans l'aile est en premier. Ils avaient déverrouillé les salles des profs les moins appréciées pour refaire la déco en craquant des fumigènes colorés et verser un peu de bière partout. Mais après avoir saccagé ainsi 3 ou 4 salles, ils ont commencé à entendre des bruits bizarres. Le genre de truc qu'on n'est pas censé entendre dans un lycée en pleine nuit. Ils ont d'abord cru que c'était notre groupe qui cherchait à leur faire une farce. Du coup, ils n'ont pas cherché plus loin. Mais ils ont vite capté qu'un truc n'allait pas quand un membre du groupe 2 a essayé d'appeler son frère qui habitait dans la ville. Bien sûr, il n'y est pas parvenu et a essayé de joindre le groupe 3 sans plus de succès. Bref, ça a renforcé leur crainte et ils ont tenté de regagner l'internat. Mais avant même de pouvoir quitter l'aile est, ils sont tombés nez à nez avec notre prédateur. Apparemment, ce dernier les attendait au détour d'un couloir. Tout s'est enchaîné très vite après. Dès qu'ils étaient à sa portée, il leur a bondi dessus et les a lacérés avec un grand couteau. Le plus étrange d'après nos amis, c'était qu'ils n'avaient pas visé des points vitaux, comme la gorge, la nuque ou les artères alors qu'ils l'auraient pu. Non, c'est comme s'ils voulaient faire durer le plaisir. Notre ami n'avait pas pu nous fournir une bonne description de celui qui les avait agressés parce que dans la panique, ils avaient lâché leur téléphone avec les flashs allumés. Mais il décrivait la personne comme quelqu'un de très grand, fin, un homme vu son rire grave, et habillé très bizarrement. On a proposé à notre ami de l'accompagner jusqu'aux toilettes où étaient réfugiés les autres.
mais il a décliné la proposition car ses amis du groupe 2 étaient peut-être encore en danger. On s'est donc remis en route pendant qu'on courait. On essayait encore d'appeler les autres mais personne ne répondait au téléphone. On a commencé à entendre des cris qui se rapprochaient, des cris de terreur, pas ceux de quelqu'un qui te veut du mal. On a accéléré le pas et bien vite on est entré en collision avec 2 autres de nos amis qui sortaient d'un croisement. Ils étaient en pleurs, terrorisés et ils ont même failli nous poignarder avec leurs armes dans la panique. On s'est très vite rendu compte qu'ils étaient poursuivis de très près par quelqu'un. À ce stade-là, on s'en fichait pas mal d'être discret. Alors on a braqué nos flashs de téléphone sur cet intrus. Il devait presque mesurer dans les 2 mètres. Il était fin, presque maigre. Ses vêtements étaient effectivement très étranges. Il portait un t-shirt très coloré à la manière des clowns. Et il avait un gros nœud papillon très ridicule. Le tout avec un costard noir soigné et un pantalon noir également. Autant vous dire que des fringues très contradictoires, ça donnait un rendu vraiment spécial. Il ne semblait pas porter de perruque, mais ses cheveux étaient teints en rouge vif et il s'était peint sur le visage un maquillage blanc avec des larmes noires. Ce qui m'a le plus fait frissonner était son regard, ses yeux dans lesquels se lisait clairement la folie, sans oublier son ignoble sourire et ses dents jaunes. Je vous assure que j'en fais pas trop. Cette personne paraissait vraiment bonne à interner. Et bien sûr, comme s'il n'était pas déjà assez effrayant, il portait bien un couteau de cuisine dans la main. La suite s'est alors enchaînée très vite. Par instinct, nos amis du groupe 2 se sont réfugiés derrière nous et notre prédateur s'est élancé sans prévenir dans notre direction. Je n'ai pas réagi à temps, observant les blessures de nos amis à l'arrière, mais heureusement pour moi, Charlie a réagi au bon moment. Il a d'abord paré le coup de couteau du prédateur avec un premier coup de matraque avant de lui en mettre un second en pleine tête. Waouh, c'était courageux mais pas assez fort pour lui remettre les idées en place. Le clown a vacillé, reculé de plusieurs pas. Il s'est tenu le visage mais semblait loin de s'effondrer. Non, au contraire, ce malade s'était mis à rire. On n'a pas trop cherché à comprendre et encore moins essayé de dialoguer. On s'est mis en garde, arme en main. Il ne s'est pas fait prier et il est revenu nous foncer dessus. La suite, je vais pas trop la détailler. On s'est échangé un bon nombre de coups et on a réussi à le mettre un peu en difficulté, mais faut pas oublier qu'il était seul face à 3 lycéens armés. En tout cas, notre prédateur ne se laissait pas faire. Il esquivait les coups de couteau, il bloquait ou encaissait les coups de matraque le sourire aux lèvres. Le clown semblait vraiment être préparé à ce genre de situation. Ce n'est que mon avis d'amateur, mais ses déplacements, ses parades, ses attaques et ses mouvements, tout portait à croire qu'il avait suivi un entraînement. Et ce n'est pas tout, j'ai remarqué qu'à plus d'une reprise, notre prédateur avait eu l'occasion de nous porter des coups mortels, mais qu'il n'en avait rien fait. Ce qui m'a conforté dans l'idée que ce grand malade voulait prendre son temps et faire durer le plaisir, comme nous l'avait dit l'un des blessés. Si notre prédateur avait voulu se battre sérieusement dès le départ, mon groupe n'aurait même pas dû retrouver les autres vivants. Et on se serait sans doute fait tuer nous aussi sans rien comprendre à la situation. Cette pensée me terrifiait vraiment, mais je ne pouvais pas me permettre de flancher. Il y avait trop de choses en jeu, car après tout, il ne se serait peut-être pas contenté de ne tuer que nous. Si c'était ce type qui avait la commande des portes magnétiques, il pouvait très bien aller assassiner les autres internes dans leur sommeil après en avoir fini avec nous. Donc faute de trouver d'autres solutions, je me suis battu. J'ai porté chaque coup avec l'intention de tuer, mais sans le moindre succès. On se battait à 4 dans un minuscule couloir bien trop petit pour nous. Alors, comme j'avais l'impression de gêner, je me suis écarté de plusieurs pas et j'ai saisi mes fléchettes de jeu. C'était vraiment pas évident puisque ma cible ne tenait pas en place. Et il y avait aussi mes camarades, je voulais pas les blesser. L'éclairage des téléphones de nos potes à l'arrière n'était vraiment pas top. Mais j'ai réussi à me rendre utile, enfin si on veut. Les 2 premiers tirs se sont plantés dans les murs. Il n'y a que la 3e fléchette qui a fait mouche. Mais au lieu de perforer l'œil du clown, la fléchette s'est plantée dans sa joue. Il s'est arrêté, a ricané, a retiré la fléchette en riant de plus belle. Il a continué de se battre. Moi qui voulais le mettre dans une position de faiblesse, j'avais juste réussi à nous faire gagner un peu de temps. Et un très court répit. Mais on n'a pas baissé les bras pour autant. Le truc c'est qu'on commençait tous les 3 à fatiguer. Surtout que Charlie en faisait plus que nous 2. Il avait beau frapper les jambes et les côtes du clown. Ça le faisait juste rire encore plus et on était encore plus terrifiés. Quant à moi et l'autre ami qui se battait, on avait bien des couteaux. Mais on n'avait pas réussi à lui porter un seul vrai coup. Dès qu'on arrivait quasiment à le taillader, il prenait ses distances. À bout de force, on a tenté un dernier truc. Charlie a profité d'une ouverture pour me pousser brutalement. J'ai pas compris tout de suite pourquoi il m'avait fait ça, mais bon, on venait d'encercler notre prédateur. On était tous à bout de force. Même le clown était dégoulinant de sueur. À la différence qu'il devait s'être préparé à ce genre d'effort et qu'il semblait adorer se battre. Les prochaines minutes allaient être décisives pour nous. On a concentré nos dernières forces sur l'attaque, oubliant presque tous notre défense. J'ai été tailladé à de multiples reprises au bras. Charlie s'en est bien tiré avec une coupure à la joue et des fringues déchirées. Notre camarade, quant à lui, a été tailladé dans le bas du dos.
Là, notre prédateur semblait bien embêté. Il ne pouvait pas parer des attaques venant de 3 directions à la fois. Charlie l'a eu plusieurs fois au visage. Mais rien n'y faisait, c'était comme si ce malade ne sentait pas les coups. Au bout du compte, c'est Charlie qui a porté le coup de grâce. En gros, pendant que le clown s'acharnait sur notre camarade qui faisait son mieux pour bloquer le couteau de cuisine, Charlie a arraché une des fléchettes plantées dans le mur pour la planter dans les côtes du prédateur. Je l'ai vu y mettre toutes ses forces et tout son élan pour que la fléchette aille le plus profondément possible. Le clown a enfin montré un signe de douleur. Il s'est écarté, s'est tenu les côtes, mais ne nous a pas regardé avec mépris. Non, il jubilait, encore et toujours. Il nous a offert un dernier ricanement et s'est élancé dans la direction opposée pour s'enfuir. On a tenté de le suivre, mais il a déverrouillé je ne sais pas comment une porte magnétique qui s'est refermée derrière lui. On est donc vite retourné auprès de nos deux potes du groupe 2, toujours traumatisés par ce qu'on venait de vivre. On a rejoint les autres dans les toilettes en faisant des détours monstres pour éviter les portes magnétiques qu'on ne pouvait toujours pas ouvrir. Et enfin on s'est tous réunis, on a débattu pendant plusieurs heures. De là, une multitude de questions s'est posée. Qui était cet individu? C'était quoi ce gars? Pourquoi ce gars ne nous a pas tués alors qu'il le pouvait clairement? Et maintenant, d'autres questions se posaient à nous. Qu'est-ce qu'on allait faire maintenant? Quelle serait la marche qu'on devrait suivre? Contacter nos familles? La police? Une ambulance même? Et je vous rappelle que certains d'entre nous sont blessés. Bref, on s'est tous mis d'accord sur le fait que le plus urgent était de regagner l'extérieur, et si possible l'internat. On a pu ouvrir manuellement la fenêtre des toilettes qui donnait dehors. Elle était super étroite donc obligé d'y aller un à un. On a atterri sur un toit terrasse et on a dû sauter de toit en toit pour regagner le sol. Abel est venu nous ouvrir quand on a frappé à une vitre de l'internat. Il s'inquiétait de nous voir revenir si tard et dans notre état. On lui a raconté en gros la nuit qu'on venait de vivre. Il a accepté de planquer et de faire disparaître pour nous la plupart de nos armes sauf la matraque pliante. On est allé dans nos chambres et on a essayé de finir notre nuit avec plus ou moins de succès pendant qu'Abel appelait le directeur plutôt que la police. Maintenant la conclusion de tout ça. Avance rapide au lendemain dans l'après-midi quand on a tous été convoqués chez le directeur. On est d'abord passés tous un par un pour donner chacun notre version, qui de toute manière était la même puisqu'on s'était mis d'accord pour dire la vérité, sauf concernant les armes. Et ensuite on est passés tous ensemble. Je vous laisse imaginer la scène. 11 gugus mutilés et soignés à l'arrache par une infirmière qui n'en avait rien à foutre. Le truc c'est qu'on avait tous la même version, comme quand on s'était fait agresser par une espèce de clown tueur. Voilà la version qu'on a dite. Charlie était le seul à avoir pris ses dispositions et à avoir amené une arme, qui s'est d'ailleurs révélée très utile. Bien sûr, notre cher directeur n'a pas cru un mot de notre histoire, comme quoi c'était inventé de toutes pièces et assez mal ficelé. Mais il était d'accord quand même sur certains points. Les blessures que nous avions étaient vraiment réalisées par des lames, et la matraque pliante était dans un piteux état. Il n'a plus douté de notre parole quand il a consulté les vidéosurveillance et qu'il a vu qu'on était coursé par un type correspondant à nos descriptions. Alors oui, je sais ce que j'ai dit plus haut, comme quoi on connaissait les positions des caméras. Mais bon, vous vous doutez bien que poursuivi par ce type, les caméras étaient notre dernier souci. Sur certaines images, on voyait clairement l'intrus tenir un long couteau et s'en servir sur nous. Heureusement pour nous, le combat final n'a pas été filmé car sinon on aurait été grillés avec nos couteaux. Je crois que le directeur a quand même soupçonné certains d'entre nous d'être armés. Mais en l'absence d'images nettes, il ne pouvait rien prouver et a donc gardé le silence. En revanche, on ne s'est pas du tout tiré de tout ça avec seulement quelques punitions. Eh bah oui, vous vous rappelez des salles qu'on a un petit peu décorées? Eh bien, en plus d'avoir été exclu pour sortie nocturne non autorisée, port d'armes illicite, eh bien on a aussi trinqué pour dégradation de plusieurs salles de cours. Évidemment, dans une situation comme ça, le directeur était obligé de faire intervenir la police dans une affaire de cette ampleur. Nos affaires ont été fouillées avec un mandat pour être certain que nous ne cachions pas d'autres armes. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé de compromettant, un grand merci à Abel. Le directeur a longuement discuté avec la police pour appliquer lui-même nos sanctions. On a donc été contraints à nettoyer nos bêtises dans les salles qu'on avait saccagées. Bref, après ces 2 bonnes semaines de travaux forcés dans les salles, nous avons été renvoyés dans l'internat pour le reste de l'année, avec la possibilité que notre renvoi s'applique aux années suivantes en fonction de notre comportement à l'avenir. On a été exclus de cours pendant 1 mois mais avec l'obligation de venir en permanence. Charlie, quant à lui, a eu un petit bonus offert par la police. Il a eu le droit à une lourde amende pour le port d'une arme blanche sur un lieu scolaire. Et comme il ne pouvait pas aller en prison à ce moment-là, il a pris 2 mois de maison de redressement. Parce que selon le juge, il n'a pas fait que porter l'arme sur lui. Il a reconnu s'en être servi sur un être humain. Une personne qui, je le rappelle, a quand même essayé de tuer des lycéens. D'ailleurs, en reparlant de ces derniers, la police a eu beau mener son enquête, ils n'ont pas trouvé la trace de ce prédateur. Et le sang qu'il a perdu a été analysé, mais ce n'était pas quelqu'un de connu des services de police, donc retour au point mort. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire.
Bon, la conclusion, elle va être rapide, c'est quelque chose de complètement fou. Et pourquoi la conclusion va être courte? Eh bien parce que l'histoire fait 30 pages, que là il fait 45 degrés dans la pièce et je commence à dégouliner de partout. J'ai juste envie d'aller prendre une douche et toi je sais que t'as envie d'une seule chose, c'est de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner. Et si c'est pas le cas, bah s'il te plaît fais-le quand même. Alors merci. Bon, si toi tu veux encore des threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux là. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.